Alors ça, c'est une grande question. Est-ce que l'humain garde son identité? J'en ai beaucoup parlé dans l'homme symbiotique. J'ai parlé des puces intégrées au corps pour modifier des erreurs métaboliques, par exemple, des puces qui assurent la communication de la tête avec des robots à distance, avec des ordinateurs pour les personnes handicapées. J'ai décrit beaucoup de cas. Alors la question que je pose est la suivante. C'est si un corps humain, biologique, fusionne avec le numérique et l'électronique, et que de plus en plus, et ce sera le cas dans les 50 ans à venir, on sera semi-robotisé, pas de manière péjorative, mais parce que des personnes qui ont un pacemaker qui se régule en fonction des activités de cette personne, une pompe à insuline pour les diabétiques, quelquefois même rajouter des terabits de mémoire dans son cerveau. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est la même identité? Deuxièmement, si cette personne peut, comme on sait le faire aujourd'hui, contrôler à distance, à d'autres endroits du monde, à 1000 km, un bras robotique, ou même un robot par la pensée, est-ce que cette personne étendue, qui voit ses mains et voit son corps là, ici et maintenant, est la même personne si elle est étendue? Et enfin, troisième point, il y a pour moi une grande différence entre l'homme réparé, l'homme transformé et l'homme augmenté. L'homme réparé, une fracture d'un os, on le répare, on met des aiguilles, la chirurgie, c'est la réparation. Ok, les gens sur un plan éthique sont assez d'accord avec ça. L'homme transformé, c'est déjà ce que nous disons. C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours un être humain lui-même s'il a des puces électroniques, un pacemaker, une pompe à insuline, un bras robotisé, un genou bionique? Est-ce que c'est la même identité? Question, je ne suis pas sûr que philosophiquement on puisse y répondre d'une manière très claire. Et troisièmement, l'homme augmenté, celui dont je disais qu'on pourrait mettre une puce de terabits dans sa tête pour qu'il ait une pensée démultipliée, ou bien s'il peut voir dans l'infrarouge, ce qu'adoreraient les militaires notamment, etc., l'homme bionique, est-ce qu'on pourrait aller jusque-là? Moi, j'ai des réserves éthiques. Le surhomme à la Nietzsche, l'élite qui peut se payer ce genre de choses, créant une différence entre deux humanités, l'humanité à basse vitesse et l'humanité à grande vitesse, comme disait déjà Aldous Huxley, les alpha et les gamma. Moi, je suis très, très réticent sur cette position-là. Donc, l'homme réparé, oui. L'homme transformé, pourquoi pas en y réfléchissant. L'homme augmenté, soyons prudents. Vous êtes tout de même habité par l'exigence d'un mieux vivre ensemble. J'aimerais savoir, le mieux vivre ensemble, le sport doit y participer, il a toute sa place dans ce mieux vivre ensemble. Comment peut-on penser ensemble à la fois ces mutations, l'évolution technologique, le caractère invasif par exemple des techniques, et cette exigence éthique du mieux vivre ensemble, c'est-à-dire de repenser à la fois le lien social, peut-être lié à la civilité, enfin tout ce qui permet à une société de vivre de manière à peu près pacifique. Il faut venir à une Universcience d'abord, c'est exactement notre message. Notre message, c'est comprendre le monde, la technologie, c'est vouloir ce monde, c'est si possible aimer ce monde et le construire ensemble. Comprendre, vouloir, aimer, construire. Et donc ça se fonde sur des valeurs différentes, ce qu'on essaye de faire, avec des expositions, des débats, des colloques, des discussions, avec des jeunes notamment. Et ça répond en partie à votre question, ça répond à la question du vivre ensemble. Il faut d'abord se comprendre ce qui arrive, faire de la prospective, voir les outils, comment faire en sorte que de mutants que nous sommes en train de devenir, nous soyons des mutants humanistes. Moi, je suis un technologue humaniste. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain, la société, ce n'est pas la technique en elle-même. Donc c'est toujours la relation science-technique-société qui nous passionne à Universcience. Et c'est celle que j'essaie d'appliquer avec d'autres amis dans nos écrits et dans nos réflexions sur l'homme. Et là naissent de nouvelles valeurs. Des valeurs qui sont plus seulement la concurrence, la compétition, gagner contre l'autre, mais des valeurs comme le gagnant-gagnant, le win-win, on peut gagner ensemble, comme l'empathie. Je me mets à la place de l'autre pour comprendre ses sentiments, ses émotions, la solidarité, la générosité, le partage. Donc je décris beaucoup tout ça dans mes livres parce que je pense que nous allons vers une nouvelle ère qui est une ère d'un nouveau paradigme, d'un paradigme de la complexité, où je parle régulièrement, même depuis le macroscope en 1975, de la complémentarité entre la vision analytique et la vision systémique. Et je pense que cette vision systémique que l'on commence à avoir avec la génération nouvelle A, parce qu'elle est transversale de nature grâce au réseau, à Internet qu'elle a depuis qu'elle est née, et grâce à cette vision systémique du monde, les conflits sont différents. Les conflits ne sont plus des conflits de rapport de force, mais peuvent être des conflits de rapports d'interaction. Le progrès, croissance-progrès matériel arrive à ses limites. Tout le monde le dit, on le sait, avec les désordres que l'on crée dans l'environnement, avec le dioxyde de carbone, avec l'hyper-informatisation, ce que j'appelle l'infobésité ou l'infopollution. On arrive aux limites de cette croissance matérielle. On le sait, on va continuer, on a besoin encore. Mais on rentre dans ce qu'on appelle les sociétés de la connaissance.
les sociétés de la croissance immatérielle. Et dans ces sociétés de la croissance immatérielle, il y a évidemment l'intelligence et le corps, l'éducation, le partage. Et là, on rentre dans un autre paradigme que j'appelle le paradigme de la complexité, qui veut dire, en tant que prospectiviste, que dans les 50 prochaines années, même si la croissance matérielle se continuera et doit se continuer, on rentre dans une autre forme de croissance. Et le sport est un des modèles de cette autre forme de croissance, parce qu'il permet le dépassement de soi, la réflexion sur le corps, la réflexion sur la biologie, la réflexion sur les autres, la réflexion sur l'équipe, la réflexion sur le management d'une équipe, la réflexion sur le combat pour gagner aussi, en adaptant des stratégies différentes. Et je pense que les jeux vidéo, par exemple, qui ne sont pas une forme de sport parce qu'on ne bouge pas beaucoup, mais les jeux vidéo avec les nouvelles techniques comme Kinect ou les gestes qui sont reconnus, la génération qui arrive, qui a été formée aux jeux vidéo, elle apporte des formes de stratégies différentes dans le gagnant, dans le fait qu'on peut gagner. C'est un jeu. Et les enfants, vous avez vu à quel point ils jouent. Ils miment la réalité en jouant constamment « j'ai gagné, tu as perdu ». Donc ça, ce n'est pas mauvais du tout pour l'évolution de l'humanité. Mais c'est quand c'est exacerbé par le fric, comme je l'ai appelé, ou la pollution des mentalités, qu'il ne faut pas aller trop loin. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? L'épigénétique, pour moi, scientifique, c'est la plus grande découverte en biologie de ces 50 dernières années. Voilà, un tripoté de prix Nobel derrière. Épi, ça veut dire après, génétique, c'est-à-dire ça vient après le génome. La banque de gènes, l'ADN, on a 30 000 gènes, on a 3 milliards de caractères génétiques, on connaît ça maintenant, on a une banque génétique qui programme la fabrication des protéines et des enzymes qui font marcher notre usine cellulaire. On commence à bien connaître tout ça. L'épigénétique, comme épiphénomène, c'est quelque chose qui vient par-dessus. L'image que je donne à mes étudiants souvent, c'est que l'ADN, c'est comme la portée des notes, les notes musicales sur une portée, ça c'est l'ADN, mais la symphonie qu'on va faire selon le talent du chef d'orchestre et des musiciens, c'est l'épigénétique. Allegro, ma non troppo. Voilà. C'est la différence qualitative entre l'inscription du programme et l'interprétation du programme. Alors, pourquoi l'épigénétique, c'est tellement important, y compris pour le sport et pour la vie en général? C'est que l'épigénétique, c'est quoi? C'est la modulation de l'expression des gènes, plus, moins, pas du tout, en fonction de son comportement. Et ce comportement, en fait, il y a 5 éléments constamment interconnectés dans nos vies de tous les jours. C'est la nutrition, l'exercice sportif, la management, la résistance au stress, le réseau familial, social, amical et le plaisir. Ces 5 éléments sont coordonnés dans un diagramme systémique en permanence. Et si on joue d'eux en synergie, on peut se maintenir en bonne santé, se maintenir en optimal sportif et vieillir moins vite. Donc, vous imaginez l'impact de l'épigénétique. Moi, je dis aux gens, oui, vous pouvez faire quelque chose pour vous. Mangez différemment, je peux vous expliquer comment. Faites 20 minutes ou 30 minutes de sport par jour, je peux vous expliquer comment, sans exagérer. Faites de la méditation, de la respiration, tranquille, les mains comme ça, je peux vous expliquer comment. Donc, il y a des tas de gens qui font ça maintenant. Donc, la synergie de ces 5 principes de l'épigénétique permet dans le corps de fabriquer des hormones, je ne vais pas rentrer dans les détails pratiques, qui vont permettre à l'ADN de s'exprimer plutôt que d'être fermé. Pourquoi? Parce que l'ADN est entouré d'une couche protectrice qu'on appelle les histones, un peu comme un fil électrique est entouré d'une gaine plastique. Pour atteindre le fil électrique, c'est-à-dire l'ADN, il faut que la gaine s'ouvre. Si la gaine ne s'ouvre pas, l'ADN ne peut pas être traduit. Or, qu'est-ce qui ferme et qui ouvre ces gaines à certains endroits de la librairie génétique? Le comportement, qui va conduire à des hormones, à des produits qu'on connaît maintenant, qui vont, alors un peu terme technique, méthyler ou acétyler l'ADN, c'est-à-dire l'empêcher de s'ouvrir ou favoriser son ouverture. Et comme un livre de cuisine, si vous voulez, l'ADN c'est comme un livre de cuisine, il y a le chapitre soufflé au fromage, et à côté il y a le chapitre soufflé aux champignons. Si le chapitre soufflé aux champignons est collé, les pages sont collées, mais que le chapitre soufflé au fromage est ouvert, je peux faire des soufflés au fromage. Et puis quelque chose va coller le chapitre soufflé au fromage et le chapitre soufflé aux champignons est ouvert, ou tarte au poireau, et je peux faire une tarte au poireau. L'ADN c'est pareil. Il y a des chapitres collés et des chapitres ouverts. Mais ce qui décolle et ouvre les chapitres, c'est votre comportement. Alors vous vous rendez compte, pour le sportif, en plus de ça, on a découvert aussi que le cerveau, que j'ai dit est dans le corps et pas dominateur comme un ordinateur, et le cerveau influence l'épigénétique. Et si on est bien dans sa peau, si on n'est pas stressé, si on est heureux avec les autres, certains gènes vont se débloquer et d'autres vont se renfermer.
Donc ça remet totalement en cause l'opposition de l'acquis, de l'inné, de nature, culture. De l'évolution darwinienne par rapport à l'évolution lamarckienne, le finalisme par rapport au déterminisme. On est dans un nouveau paradigme qui est ni déterminique, ni finaliste, ni lamarckien, ni darwinien, qui est comportemental. L'inné, l'acquis, c'était ou. Maintenant, c'est et. Vous insistez sur une distinction importante, qui est une distinction qui n'est pas simplement conceptuelle, qui renvoie vraiment à des champs différents, entre le rapport de force ou les rapports de force, qui sont des rapports d'antagonisme, des rapports de compétition, et les rapports de flux. Vous pouvez préciser les choses? Si vous voulez, un rapport de force, symbolisé comme ça, c'est par exemple les rapports de force militaire. Vous avez tant de têtes nucléaires, j'en ai tant. Le rapport de force politique, combien de voix vous avez dans votre parti, combien de voix j'ai dans mon parti, syndical, etc. On peut sortir d'un rapport de force par une escalade. Et c'est discontinu et donc dangereux. Il y a des moments d'instabilité. Donc on a vécu là-dedans, société de la compétition, de la concurrence, sont fondées sur des rapports de force. Et progressivement, ça existait déjà depuis longtemps, grâce aux échanges culturels, aux échanges d'informations. De plus en plus maintenant, avec Internet, les réseaux sociaux, la télévision mondiale, on peut favoriser ce que j'appellerais, je symboliserai comme ça, des rapports de flux, c'est-à-dire deux flux en sens inverse, mais qui se régulent l'un par rapport à l'autre. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est un seau qui se remplit par un robinet et se vide par un trou. Si j'arrive, par l'information que je tire du débit, à régler mon robinet pour qu'il ait le même débit que le trou à la sortie, j'ai un niveau qui reste fixe. Il n'est pas statique. C'est un niveau qu'on appelle dans notre jargon stationnaire. C'est-à-dire que toutes les molécules à l'intérieur du seau se renouvellent constamment, mais le niveau reste stationnaire. Donc je peux le régler. Ce qui veut dire que les rapports de flux impliquent des échanges d'informations, l'écoute de son écosystème, l'écoute des autres, alors que les rapports de force sont binaires. C'est moi contre toi, et j'en sors. Donc je pense que de plus en plus, la société de demain, les sociétés de la connaissance vont se fonder de plus en plus sur ces rapports de flux. Et j'ai pas mal écrit là-dessus et fait des conférences dans ce domaine. Et je reçois un accueil extrêmement intéressé du fait que les gens réalisent que c'est déjà en cours et que c'est à eux de le mettre en œuvre beaucoup plus que dans la compétitivité et la concurrence acharnée que se livrent les entreprises, les personnes et les sportifs.